à tous et bienvenue sur ma chaîne Agathe Chérie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce vendredi pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui on va plonger ensemble dans un sujet absolument fascinant, l'histoire cachée de l'ésotérisme en Europe. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça ? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui on est énormément à s'intéresser à la spiritualité, aux énergies, aux pratiques dites ésotériques, mais sans forcément savoir d'où ça vient. On pratique, on teste, on ressent, mais on n'a pas toujours les clés pour comprendre l'origine de ce que l'on est en train de faire. Et pourtant, derrière chaque rituel, derrière chaque croyance, chaque symbole, il y a une histoire. Une histoire qui traverse les siècles, les cultures, les religions, et qui a été transformée, adaptée, parfois même détournée. L'objectif de cet épisode, c'est justement de vous donner une vision claire, simple et accessible de tout ça. Que vous puissiez comprendre d'où viennent ces pratiques et surtout ce que vous êtes réellement en train de faire quand vous les utilisez. Parce que comprendre, c'est reprendre du pouvoir. Allez, installez-vous confortablement et on remonte ensemble le fil du temps. Si je te demande d'où vient le fait de parler à tes guides, d'utiliser un pendule ou de croire à l'énergie des pierres, est-ce que tu saurais vraiment me répondre ? Parce que la vérité, c'est que ces pratiques ne sont pas nées sur Instagram. Elles sont les héritières d'un fil invisible qui traverse plus de 2000 ans d'histoire. Imagine l'Europe, bien avant les églises, bien avant les dogmes, un monde où tout est vivant. Pas symboliquement, littéralement. Chez les peuples celtes, germaniques ou même pré-romains, il n'y a pas de séparation entre le visible et l'invisible. Un arbre n'est pas un arbre, c'est une présence. Une rivière n'est pas de l'eau, c'est une force. Les druides, par exemple, ne sont pas des magiciens comme on l'imagine aujourd'hui, ce sont des intermédiaires entre les mondes. Ils observent les cycles lunaires, les saisons, les comportements du vivant, et leur savoir est basé sur l'observation du réel, pas sur la croyance abstraite. Et surtout, il y a une idée centrale, le sacré est partout. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de pratiques modernes dites énergétiques reposent encore sur cette idée. Ressentir un lieu, capter une vibration, se relier à la nature. Ça, ce n'est pas du New Age, c'est archaïque. Et puis arrive un moment clé. L'Europe bascule progressivement vers le christianisme, notamment après la conversion de l'Empire romain. Mais contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas une rupture nette, c'est une recomposition. L'Église comprend très vite une chose fondamentale. On ne peut pas déraciner des siècles de croyances du jour au lendemain. Alors, elle fait quelque chose de stratégique. Elle réinterprète l'existant. Prenons des exemples très concrets. Le solstice d'hiver, ça devient Noël. Les cultes liés aux arbres deviennent le sapin de Noël. Les lieux sacrés païens deviennent des églises ou des sanctuaires. Même certaines figures de saints reprennent les attributs d'anciennes divinités locales. Mais là où ça devient intéressant, c'est dans la séparation qu'elle impose. Ce qui est validé, c'est égal au sacré contrôlé. Ce qui est rejeté, c'est égal au sacré autonome. Et c'est là que naît une fracture qui va durer des siècles. D'un côté, la religion institutionnelle et de l'autre, les pratiques populaires. Et c'est à partir de là que quelque chose change profondément. Les pratiques qui étaient autrefois normales deviennent suspectes. Pas parce qu'elles disparaissent, mais parce qu'elles sortent du cadre officiel. Dans les campagnes européennes, les gens continuent de soigner avec des plantes, de faire des rituels de protection, de parler aux morts, de lire les signes. Mais ces pratiques changent de statut. Elles deviennent superstitions, croyances populaires, parfois même sorcellerie. Et c'est là qu'apparaît une figure clé dans l'histoire de l'ésotérisme, la praticienne ou le praticien marginal, le rebouteux, la guérisseuse, la sorcière. Ce qui est fascinant, c'est que ces personnes ne se voient pas comme marginales, elles perpétuent simplement une continuité ancienne. On va faire un saut dans le temps. On arrive au XIXe siècle, et là, retournement de situation. Dans une Europe marquée par la science,
l'industrialisation, l'invisible ne disparaît pas, il se réorganise autrement. C'est dans ce contexte qu'émerge Allan Kardec, notamment, et avec lui le spiritisme moderne. Ce qui change ici, c'est fondamental. On ne parle plus de tradition rurale ou de croyances transmises oralement. On parle d'un système structuré, codifié, avec des protocoles, des expériences, une volonté presque scientifique. Alors, les pratiques d'Allan Kardec sont toujours utilisées aujourd'hui. On avait les tables tournantes, la communication avec les esprits, l'écriture automatique. Et là, on touche quelque chose de très important. Beaucoup de pratiques actuelles, comme recevoir des messages, canaliser, parler à ses guides, viennent directement de cette période. Ce n'est pas ancestral au sens païen, c'est moderne dans sa forme actuelle. Et au XXe siècle, tout s'accélère. On assiste à une mondialisation des idées spirituelles. L'Occident découvre les philosophies orientales, les systèmes énergétiques et les traditions anciennes revisitées. C'est là que naît ce qu'on appelle aujourd'hui le New Age. Mais le New Age, ce n'est pas une tradition, c'est une fusion. On y mélange des concepts hindous avec les chakras, des concepts de spiritisme avec les guides, les contacts, des restes de paganisme, connexion à la nature, et du développement personnel. Oui, on est même allé piquer des concepts en psychologie. Et surtout, on individualise la pratique. Avant, la spiritualité, c'était collectif, encadré, transmis. Aujourd'hui, elle est personnelle, libre, recomposée, et ça change tout. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas que ces pratiques existent, c'est qu'elles sont souvent déconnectées de leur histoire. On utilise un pendule, des cartes, des rituels, sans savoir d'où ça vient, dans quel contexte ça a été créé, et ni pourquoi ça fonctionnait à l'époque. Et ça crée une illusion, celle de croire qu'on invente quelque chose alors qu'on réassemble des fragments anciens. En conclusion, rien de ce que tu fais aujourd'hui n'est vraiment nouveau. Tout est transformation, tout est adaptation. Comprendre ça, ce n'est pas casser la magie, c'est la rendre plus consciente. Parce qu'à partir du moment où tu sais d'où viennent les pratiques, comment elles ont évolué, tu peux choisir en conscience. Mais surtout, tu peux arrêter de consommer ces pratiques comme des outils isolés et commencer à les voir pour ce qu'elles sont vraiment, les fragments d'une mémoire collective. Parce qu'au fond, ce que raconte toute cette histoire, ce n'est pas juste l'évolution de pratiques spirituelles, c'est l'histoire d'un rapport au monde, un rapport au vivant, qui, à une époque, était direct, incarné, presque évident, et qui, au fil des siècles, a été encadré, transformé, parfois réprimé, puis réinventé. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation assez paradoxale. On vit dans une époque où tout est accessible, tout est mélangé, tout est disponible. Mais où, en même temps, le sens se perd facilement. On peut méditer sans connaître les traditions dont ça vient. On peut appeler ses guides sans savoir que cette pratique est née dans un contexte spirit du XIXe siècle. On peut parler d'énergie sans jamais s'être demandé comment les anciens la percevaient réellement. On sait pas un problème en soi, mais ça devient une limite à partir du moment où on ne se questionne plus. Parce que sans contexte, une pratique devient vite soit un automatisme, soit une croyance figée. Alors qu'à l'origine, elle était souvent une réponse à un besoin précis, dans une époque précise, avec une vision du monde bien particulière. Et c'est là, à mon sens, que réside l'enjeu aujourd'hui. Ce n'est pas de croire ou de ne pas croire, ce n'est pas d'adhérer ou de rejeter, c'est de comprendre. Comprendre que derrière un simple geste, un rituel, une habitude, il y a parfois des siècles d'évolution, de transformation, de récupération et d'adaptation. Et cette compréhension, elle ne t'enlève rien, au contraire. Elle t'enlève l'illusion, mais elle te donne quelque chose de beaucoup plus précieux, du discernement. Parce qu'à partir de là, tu ne pratiques plus de la même manière. Tu ne le fais plus comme tout le monde. Tu ne répètes plus sans savoir. Tu choisis. Et peut-être que c'est ça, finalement, la vraie évolution de la spiritualité aujourd'hui. Passer d'une transmission subie à une appropriation consciente. Alors non, rien n'est totalement nouveau, mais rien n'est totalement figé non plus. Et la vraie question que tu peux te poser maintenant, ce n'est pas est-ce que c'est vrai, est-ce que ça marche, mais plutôt qu'est-ce que je suis en train de perpétuer sans le savoir ?
et qu'est-ce que je choisis moi d'en faire aujourd'hui? Et si ce genre de réflexion te parle, on va aller encore plus loin ensemble. Abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle pratique tu veux qu'on décortique dans le prochain épisode, parce que crois-moi, ce que tu fais aujourd'hui a une histoire, et souvent elle est bien plus surprenante que ce que tu imagines. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des prochains podcasts. À très bientôt sur Agathe Chérie, et d'ici là, prends soin de toi.